de demander aux candidats des éléments supplémentaires, des compléments qui apparaissent nécessaires pour la bonne compréhension du projet. Cette phase d'analyse, de négociation et de demande de compléments se déroulant durant tout le mois de mars 2020. Le jury de sélection se réunira donc en avril 2020 et donc sera composé, comme il a été prévu, du président du jury, maire de la ville d'Autun, des membres du comité de pilotage Action Cœur de Ville, qui réunit l'office de tourisme, les associations d'hôteliers-restaurateurs, l'ANA, l'État, etc., de techniciens agents de la collectivité, des cabinets extérieurs et du référent local Cœur de Ville à Autun. Le groupement finaliste pourra ensuite être invité à soutenir, pendant ce jury, être invité à soutenir oralement son offre. Et cette présentation s'appuiera sur des supports et comprendra un temps de questions-réponses avec des groupements. Le candidat sera ensuite informé de l'acceptation ou du refus de l'offre par la ville d'Autun. Et à ce stade, une nouvelle délibération sera nécessaire pour formaliser l'acceptation ou non de l'offre d'habitat et humanisme en ce qui concerne la ville d'Autun, les 52 autres villes du programme suivant la même méthodologie. Pour vous informer de l'état d'avancement de l'offre, qui doit nous être remise de manière formelle le 29 février, Habitat et Humanisme rencontre régulièrement les équipes de la ville d'Autun et propose actuellement, sur la base d'une trentaine de logements, 32, donc 5 logements pour des jeunes de type T1 de 25 mètres carrés, 2 logements jeunes de 35 mètres carrés, imbriqués dans des logements pour seniors leur permettant d'avoir un espace distinct de leur pièce de vie, de 18 T2 de 48 mètres carrés, ainsi que 6 T3 de 70 mètres carrés, plutôt destinés à l'accueil de familles monoparentales, c'est-à-dire des femmes seules avec enfants. Les publics seront donc mixés par des déclinaisons dans les différents espaces du bâtiment. Les espaces qui ne seront pas aménagés en appartements seront mis à disposition en plateau nu aménagés par les futurs occupants. Et notamment, au titre de ces futurs occupants, un cabinet paramédical nous a fait part de son intérêt, ainsi que une association culturelle, l'association Autun Destination Culture, ou la ville directement pour l'utilisation de la chapelle comme salle de spectacle ou auditorium. Les propositions, donc ça c'est une pré-proposition, on attendra l'offre définitive. La proposition sur laquelle nous semblons aller serait d'un bail amphithéotique de 50 ans à l'euro symbolique. Et d'ores et déjà, l'État, via le comité DETR dans lequel siègent les parlementaires, notamment le député Rémi Rebeyrotte, a octroyé à la ville d'Autun 180 000 € de DETR pour la réhabilitation de cet ensemble, c'est-à-dire l'acquisition, la séparation du réseau d'eau, l'acquisition à hauteur de 500 000 € entre la ville et l'hôpital centre hospitalier d'Autun, la séparation du réseau d'eau, la séparation du réseau d'électricité pour 20 000 €, du réseau de téléphonie, l'évacuation des eaux usées et le raccordement au chauffage urbain. Le conseil départemental et la région sont également sollicités pour un autofinancement de la ville sur ce projet qui doit être en tout et pour tout de 222 000 €. C'est ensuite à la foncière d'Habitat Humanisme de faire son affaire de la rénovation et de la location pendant la durée du bail amphithéotique. Sera également, suite à une demande de l'hôpital qui n'avait pas pu être intégrée dans le site proche de l'espace Syntex, sera également proposé un studio de 18 mètres carrés destiné aux personnes qui, suite à une hospitalisation, ne peuvent rentrer directement chez eux, car leur domicile nécessiterait un aménagement, par exemple domicile à l'étage pour des personnes qui viennent d'avoir une opération, avec une prise en charge dans un conventionnement de cet hébergement par rapport aux mutuelles ou à la sécurité sociale directement. Soit donc un total de 32 logements, déclinés, comme je vous l'ai dit, entre logements seniors 18, logements pour familles monoparentales 6 et 7 logements jeunes, étant donné que
à proximité, et notamment dans le Cube, il est prévu, en lien là aussi avec du cofinancement du programme Action Cœur de Ville, d'installer le campus connecté qui sera donc dans sa 2e année d'activité et devrait accueillir entre 25 et 30 étudiants dans son année 2020-2021 et à aller à un rythme de croisière de 50 étudiants par an. D'ores et déjà, à la rentrée, 60 étudiants supplémentaires sont attendus à Autun avec l'ouverture des 2 BTS, la montée en puissance du campus connecté et l'arrivée en rythme de croisière du diplôme national des métiers d'art et du design, ce qui fait une hausse anticipée de la demande de logements étudiants, combinée à une hausse tout à fait prévue et prévisible des demandes en logements seniors adaptés et abordables sur notre territoire, et qui font que le projet de l'ancien hôpital répond parfaitement à la demande à la fois des seniors et des futurs nouveaux étudiants de la ville, et qu'il a retenu toute l'attention de l'État, notamment via ce comité Action Cœur de Ville et la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, qui vient de nous être attribuée. Sur les actes accomplis, y a-t-il d'autres questions? Rémi Chandgros. Alors, j'ai bien compris ce qui vient d'être expliqué. Ce qui m'étonne un peu, c'est la différence de parallélisme entre les formes. On a eu l'occasion de traiter le Grand Rollin, où là j'ai bien suivi, bien compris, et me semble-t-il, aucune étape n'a été sautée, et tout a été fait sans aucun souci. Je resitue le dernier conseil municipal, on était le 13, où a été présentée une offre d'un objet, d'un sujet qui n'a jamais été connu, et qui se déposait le 21 décembre. Donc le parallélisme des formes là déjà commencé un petit peu à m'étonner. Aujourd'hui, on reçoit une autre information. J'ai noté un bail pour 1 euro, c'est-à-dire qu'on achète donc 500 000 pour redonner ensuite 1 euro. Okay. J'ai pas par contre la suite également, j'ai pas bien compris ce qu'il en est des informations qu'on pourrait avoir, quoi. Ça me paraît assez étonnant comme fonctionnement. Alors, le dossier remis le 21 décembre a été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux et répondait au cahier des charges de la première phase, c'est-à-dire faire des logements innovants qui mixent les usages en centre-ville. Et notamment, lorsque M. Angy, président départemental d'Habitat et Humanisme, est venu ici, il a présenté des projets similaires de résidences intergénérationnelles qui peuvent venir d'ouvrir, notamment à La Rochelle, dans des lieux tout à fait similaires de cloîtres ou d'anciens hôpitaux ou de lieux patrimoniaux. Nous sommes maintenant absolument, d'ailleurs, pas absolument, parce qu'on n'est pas dans un jury d'architectes, on est dans un appel à manifestation d'intérêt spécifique, mais dans le Grand Rollin, vous aviez d'abord la remise des offres, donc on avait, ou en tout cas la candidature, on avait une 50aine de candidats. Ensuite, on a sélectionné dans ces candidats 4 groupements qui ont chacun remis une offre sommaire. Et sur ces 4 groupements, on en a retenu un qui fait une offre définitive. D'ailleurs, on en est exactement au même point puisqu'on est en train de négocier avec le groupement retenu l'offre définitive. Et sur cette offre définitive, il va commencer à travailler. Et d'ailleurs, nous venons également pour plus de 200 000 € d'être subventionnés sur ce travail, sur le Grand Rollin de sélection du cabinet d'architectes. Pour le musée, pour l'ancien hôpital, nous avons exactement la même méthode, presque exactement la même méthodologie, puisque au lieu d'avoir 50 offres d'architectes, on a eu une offre d'une foncière. Évidemment, ce n'est pas le même principe, puisque le Grand Rollin, on paye, ils construisent. Là, on met à disposition, ils exploitent et ils prennent le risque commercial. Donc c'est sûr qu'il y a moins de candidats, en sachant que certaines villes n'ont eu aucun candidat dans ce programme Réinventons nos centres-villes. Donc nous avons eu la chance d'intéresser une foncière qui est très connue, qui est à Lyon, qui est présidée par le père Devers, d'inspiration, on va dire, du catholicisme social, et qui donc s'est manifesté. Nous avons donc retenu cet opérateur tout à fait solide, et nous lui avons proposé de
présenté une première ébauche qui a été donc présentée le 21 décembre. À partir de cette ébauche qui répondait à notre cahier des charges, nous avons demandé qu'une offre formelle soit déposée, et c'est cette offre que nous attendons pour le 29 février, en sachant qu'entre-temps, il y a évidemment des échanges avec la ville d'Autun et des discussions pour orienter le projet. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces appels à manifestation d'intérêt, sans jeu de mots, c'est que nous ne sommes pas, à la différence du Grand Rolin, où nous avions des offres qui avaient été présentées sans aucune négociation avec la ville, où nous n'avions ni le nom du groupement, ni le montant financier total de l'opération, et nous devions choisir à l'aveugle un des 4 projets, puisque nous étions dans un jury d'architectes avec les formalités extrêmement précises d'un jury d'architectes. Là, nous sommes justement dans une négociation où le groupement retenu doit répondre aux besoins de la collectivité sans pour autant entrer dans une procédure formelle de marché public. C'est tout l'intérêt du Réinventons le Grand Paris, aujourd'hui Réinventons le centre-ville, en sachant que la ville peut choisir de contracter pour un bail ou pour une cession avec l'opérateur de son choix, en respectant évidemment les principes généraux du droit. Donc, aujourd'hui, nous sommes en négociation avec Habitat Humanisme pour que l'offre qui soit présentée le 29 février soit compatible avec nos demandes et avec le tissu local. J'entends que certains acteurs jugent que le nombre de logements étudiants serait trop élevé par rapport aux besoins du territoire. C'est un point de négociation. Peut-être qu'il faut moins de logements étudiants, plus de logements seniors. C'est tout à fait ce qui peut être négocié dans le cadre de cet appel à projet, de même que l'hôpital est venu nous indiquer que le projet qui devait aboutir avec Syntex, qui n'a pas pu aboutir, de studio d'attente pour les personnes qui viennent d'être opérées, serait tout à fait intéressant dans ce bâtiment. C'est Monique Gatier, à qui je laisserai la parole dans quelques instants, qui va apporter une précision, et puis je finirai mon propos. C'est sur les T1. Ce ne sont pas forcément des appartements qui sont que réservés à des étudiants, parce que Habitat Humanisme a l'habitude, et sur les villes où ils gèrent ce genre de structure, il y a aussi pour des T1 et T1 bis beaucoup de demandes d'hommes âgés, retraités, seuls, qui préfèrent des T1 à des T2. Donc ce sera effectivement soit des étudiants, soit aussi des personnes qui sont autonomes et qui ne relèvent pas d'un EHPAD, mais qui ont de la difficulté à se loger en centre-ville. Voilà. Donc ce n'est pas forcément des étudiants. La typologie est donc en train d'être négociée. Et puis le 29 février, il y aura l'offre finale qui sera déposée et le jury choisira ou non de retenir l'opérateur, en sachant que, et ça c'était précisé dès les documents que vous avez reçus en décembre, l'idée est bien que la ville ne supporte pas les coûts de construction ou de réhabilitation de l'ancien hôpital qui sont chiffrés par la foncière d'Habitat Humanisme aux alentours d'un maximum, on va dire, de 8 millions d'euros. La ville n'aurait évidemment pas les moyens, et ce n'est pas son rôle de construire des logements à cette hauteur. Mais c'est un coût de travaux qui est supporté entièrement par la foncière, une foncière à but non lucratif d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant également dans le projet. Et la foncière fait son affaire de la rentrée de loyer sur une période de X années, aujourd'hui plutôt d'une période de 50 ans, mais c'est là aussi un point de négociation. Et donc la ville achète le bâtiment, le met à disposition, la foncière le rénove, le loue, et au bout de 50 ans, rend les clés à la ville d'un bâtiment qui aurait été réhabilité en logement et qui, pendant cette période, aura contribué à redonner de l'attractivité au centre-ville d'Autun et des solutions de logement à des personnes âgées en situation de perte d'autonomie. Bruno Galis. Oui, alors en fait, tous les 4, on est sûr de n'avoir reçu ni par email ni par courrier ce document du 21 décembre, et on aimerait bien en avoir la communication. Alors, que moi, je viens de rechercher là dans tous mes mails, je ne l'ai pas eu, et je suis sûr que je ne l'ai pas eu par courrier non plus. Donc, Bruno, voilà. c'est possible que tu ne l'aies pas reçu. En revanche, Rémi Chandegros l'a de manière très certaine reçu, puisque sur le site de la liste dans laquelle il est candidat, il y a les illustrations
qui servaient pour le candidat à présenter son projet, qui sont réutilisés, les passages piétons étant transformés en passages de navettes et d'autobus qui traverseraient le site de l'ancien hôpital. Donc vous pouvez aller voir sur le site génération-autun.fr ou .com et voir les documents qui ont été transmis, qui ont été utilisés pour un autre projet qui a probablement son intérêt également, mais qui n'est pas celui pour lequel nous avions communiqué des esquisses d'architectes. Je peux l'envoyer, on peut demander à Joseph de refaire un envoi. C'est vrai que ce sont des pièces jointes assez lourdes, mais on peut renvoyer effectivement l'ensemble du dossier et puis vous envoyer le 29 février l'offre définitive, étant donné que le jury final sera réuni après les élections et que de toute façon ces offres ayant été produites dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt public, elles sont communicables à tout à chacun de manière libre et sans droit. Je reviens sur le sujet qui était l'objet de ma question. Chantereau. Nous n'avons pas eu communication du cahier des charges et donc de ce projet. Et nous n'avons pas plus le cahier des charges de ce qui est demandé et des missions qui ont été faites. Tout ceci se déroule selon votre logique, pas de problème, mais c'est quand même quelque chose qui, sauf point d'information effectivement qui a été faite sous forme d'une clé USB, cette information ne nous avait pas été donnée ni avant, ni pendant, et j'espère qu'elle sera donnée après. Mais il n'y a aucune possibilité de savoir pour qui que ce soit ce qui était le cahier des charges tel que vous en avez fait une vague description. Le cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt a été publié sur le site du ministère de la Cohésion des Territoires et sur le site autun.com, et je crois qu'il doit être toujours téléchargeable. Je me tourne d'ailleurs vers les équipes, il est toujours ou... Bon, il doit être toujours, sinon il est dans les archives, en tout cas probablement encore sur le site du ministère avec les 252 offres. Il y a même eu, lors des assises du logement qui ont eu lieu en juillet au Comité économique et social à Paris, l'édition d'un recueil l'édition d'un recueil des différentes offres des 52 villes. Et nous avons également payé une diffusion dans le journal d'information professionnel bien connu des professionnels du bâtiment, le Moniteur, pour avoir la diffusion la plus large possible. Si les membres du conseil municipal en font une demande express, on peut leur renvoyer, mais il suffit de taper appel à manifestation d'intérêt, réinventons nos cœurs de ville, Autun ou hôpital Saint-Gabriel Autun, pour trouver de manière très rapide le cahier des charges qui a été déposé. Je note que votre défaut est de dire que je ne tape pas tous les jours tout ce qui peut être, effectivement, qui peut apparaître. Voilà, là, on se sépare complètement. C'est pas possible de me le dire, ça. Je sais que personne ne doit connaître la loi, etc. Mais enfin, bon, là, on joue sur les mots. Écoutez, ce n'est pas un document du conseil municipal. Ce n'est pas un document qui fait l'objet d'une délibération. Ça n'a pas à être annexé au conseil municipal. Si un conseil municipal le demande, on le fournit de manière très simple. Et si un conseiller municipal le cherche sur Internet, il le trouve immédiatement. Mais comme ce n'est pas un appel à projet qui a fait l'objet d'une délibération particulière du conseil municipal, il n'avait pas à être transmis dans les documents du conseil municipal. Donc ce catimini est tout à fait normal. C'est pas un catimini, moi je vous réponds tout à fait librement. Si vous voulez, on vous envoie tous les documents qu'on produit, tous les documents préparatoires et tout ce qui est produit. Vous pouvez voir dans la Gazette des communes, on achète régulièrement des offres d'emploi, des espaces pour des offres d'emploi, des espaces pour des annonces, des marchés publics, etc., qui sont des documents publics. Qui sont des documents communicables et on peut saturer votre boîte mail avec l'ensemble des choses qui sont produites ou qui sont achetées dans la presse, etc. Et toute question est répondue. Il n'y a pas du tout de catimini. Et la preuve, c'est qu'un bailleur, une foncière de Lyon a réussi à trouver une information que visiblement vous n'avez pas forcément cherchée. Mais moi, je veux bien répondre à toutes les questions. Et j'ai aucun problème pour vous dire, c'est quand même aussi nous avons également une réunion des présidents, des réunions préparatoires. J'ajoute que je veux bien qu'on soit toujours au point zéro de l'ordre du jour, mais qu'en théorie, les questions orales font l'objet d'une
d'une demande 5 jours avant, ou au moins pendant la conférence des présidents. Et lors de la dernière conférence des présidents, ce point n'a pas été abordé, mais je n'ai aucun problème pour évoquer et pour détailler ce qui est proposé. En tout cas, c'est très simple, et c'est d'ailleurs, je sais que vous n'y assistez pas pour cause, mais c'est également un point qui est développé de manière extrêmement détaillée lors de nos réunions publiques de campagne, c'est vrai, pour lesquelles nous exposons le fait que malgré le nombre important de logements vides à Autun, logements qui sont souvent soit trop grands, soit trop chers, soit trop vétustes, il y a une nécessité absolue de construire de nouveaux logements pour nos seniors. Une résidence senior est en préparation, est en construction avec la SEMCODA sur Saint-Pantaléon, et il y a besoin de logements seniors aussi en centre-ville. Et donc, c'est dans le cadre de cette stratégie que nous proposons ce projet, et d'ailleurs la presse s'en fait régulièrement l'écho, mais je ne saurais vous tenir rigueur de ne pas assister à nos réunions de campagne. Non, mais là, effectivement, c'est projet contre projet. Donc ça, c'est. Moi, je parlais de l'avant et de la surprise que nous avons eue le 13 décembre de découvrir quelque chose qui n'existait pas et qui était en route, et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui réponde, ce qui est quand même déjà une anomalie. Je veux bien qu'on continue avec cette personne qui a fait un exposé du mieux possible à la volée. Mais enfin bon, quand j'avais qu'un seul fournisseur, et qui que ce soit qui a un seul fournisseur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut recommencer. Alors, ça c'est tout à fait vrai. Alors, donc j'ai tapé Amis, réinventons nos centres-villes, Autun, et il y a le site complet sur autun.com. Télécharger tous les documents. Il y a un zip qui fait 41 mégas, le dossier d'inscription, le règlement, il y a le numéro personnel de Joseph de Rose, et il y a le lien vers les autres villes du plan Action Cœur de Ville. Alors, est-ce qu'on peut considérer au niveau national que cette opération Réinventons nos centres-villes a été autant couronnée de succès? Je vais vous donner mon sentiment. La ville d'Autun était dans les villes les plus en avance sur le projet Réinventons nos cœurs de ville. Ça fait presque plus de 2 ans que je pense qu'il faut travailler à un projet sur le site de l'ancien hôpital. Et nous avions même, au début du mandat, à l'été 2017, organisé une visite à laquelle vous avez pris part, il me semble, du site de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, pour voir comment on pouvait faire de l'urbanisme temporaire, ou en tout cas réhabiliter une friche hospitalière dans un contexte où on mêle à la fois activités associatives, créatrices, etc. Ensuite, nous avons travaillé justement avec les opérateurs du plan de Saint-Vincent-de-Paul, des grands voisins, qui sont venus ici et qui ont travaillé avant même que nous soyons retenus dans le plan Action Cœur de Ville et que nous soyons subventionnés pour ça, qui ont travaillé mandatés par la ville sur les différents usages de ce tènement et les usages les plus adaptés. Nous avions dans un premier temps en tête de repartir sur le modèle de Saint-Vincent-de-Paul, c'est-à-dire des associations, des start-up, et moi-même, je peux vous dire que j'ai travaillé dans une vie antérieure avec les start-up de Saint-Vincent-de-Paul et dans un contexte parisien où le foncier est cher, c'est différent d'un contexte autunois où le foncier est plutôt très abordable. Et donc, nous avons travaillé, éliminé un certain nombre de pistes pour aboutir au fait que il y avait évidemment un besoin en centre-ville de logements adaptés au vieillissement. Il y avait un besoin de logements de jeunes étudiants, notamment si nous faisions revenir le campus connecté en centre-ville. Et puis, il y avait la possibilité de mixer d'autres usages, que ce soit l'école de dessin qui va être donc sans locaux fixes avec le projet du Grand Musée Rollin, et un cahier des charges qui donnait comme condition sine qua non le fait de maintenir sur site la SAD et l'épicerie sociale et Cœur et Santé. Donc le projet n'est pas tombé du ciel, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille dessus. Le plan Action Cœur de Ville, l'appel à manifestation d'intérêt Réinventons nos centres-villes est venu nous renforcer, nous conforter dans cette stratégie où nous avons pris les conseils précieux de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires et de la SEM Val de Bourgogne qui nous a accompagnés sur cet appel à projet.
Et donc, nous étions tout à fait prêts, et même bien plus prêts, et même déjà prêts avant même le lancement de cette AMI. Sur les 52 autres villes qui ont été retenues, d'autres n'étaient peut-être pas à notre niveau de préparation. Et par ailleurs, l'idée du programme Action Cœur de Ville, qui a peut-être été une fausse bonne idée, était de lancer de manière massive d'un coup l'ensemble des 52 appels à projets, en se disant ça va faire un buzz national et les opérateurs vont s'en saisir et donc proposer des projets, et on mettra sur le même plan la ville de Pau, 80 000 habitants, avec la ville d'Autun, 13 000 habitants, avec la ville de Besançon, avec d'autres villes, et donc que les opérateurs qui s'intéressent à ce genre d'opération vont venir sur des villes plus petites dans lesquelles ils ne sont pas présents. Ce qui s'est passé, c'est plutôt l'inverse, c'est que les opérateurs ont été débordés par le nombre d'appels à projets et sont allés sur ceux qui apparaissaient le plus simple ou le plus rentable, c'est-à-dire les appels à projets qui étaient dans des villes au foncier élevé et où les rendements locatifs sont élevés, ou des villes dans lesquelles le programme était très simple, par exemple une réhabilitation complète en logement. Nous étions, nous, ni dans un critère ni dans l'autre, puisque le foncier à Autun, les rendements locatifs sont plutôt plus bas que la moyenne, et par ailleurs, le projet était extrêmement complexe, puis nous avions un bâtiment historique, et nous voulions mixer les âges, les générations, et mixer les usages, et donc nous avions quelque chose de beaucoup plus complexe. Finalement, et moi je suis ravi que nous ayons eu au moins l'intérêt d'un opérateur, même si nous avons eu des touches avec d'autres sociétés d'économie mixte, notamment du côté de Lyon et de Besançon, nous avons eu cet opérateur qui s'est manifesté. Je regrette qu'une société d'économie mixte locale ne se soit pas manifestée, mais le fait est, force est de constater, que le tissu des sociétés d'économie mixte locales ou des promoteurs immobiliers en Saône-et-Loire est assez faible, et que la SEMVAL de Bourgogne ou la SEMPAT ou même l'OPAC ne sont pas intéressés par ce genre d'opération, et donc il a fallu qu'un opérateur de Lyon soit attiré, et son œil attiré par cette opération. Je rajoute, et je terminerai par là, que certaines villes n'ont eu la manifestation d'aucun opérateur, alors que leur dossier pouvait être tout à fait complet, bien avancé, intéressant, mais peut-être trop complexe dans une ville trop petite, avec des rendements trop faibles, et peut-être aussi une force de persuasion pas assez importante. Pour notre appel à manifestation d'intérêt, Joseph de Rose est allé lui-même nous représenter lors des assises du logement au comité économique et social et environnemental à Paris, au palais d'Iéna. Je suis allé 2 fois à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine présenter aussi notre projet. Nous avons eu donc des publications dans le Moniteur. Nous avons mis tout en œuvre pour pouvoir être visible dans cet appel à projet, et donc nous avons eu un opérateur qui a répondu. Mais je me réjouis, et j'en termine par là, que ce tellement pour lequel il n'y avait si peu d'engouement se retrouve à l'occasion des élections municipales au centre de différents projets. Si les élections municipales peuvent être l'occasion pour différents groupes de proposer des idées pour la ville, tant mieux. On se retrouve tout à fait. Je vous ai dit, on est projet contre projet. Et je renouvelle aussi à tout le monde le fait que nous sommes allés ensemble, moi sur mes deniers, je suis allé visiter avec vous cet ensemble là-bas à Paris, où en sortant, j'ai dit, c'est formidable, sauf qu'on a quelques bouches de métro autour de nous, une très grande gare parisienne. À Autun, c'est quand même pas tout à fait les mêmes données. Et je ne vois pas la multiplication des volontaires sur le site d'Habitat Humanisme. Je me rappelle d'une proportion assez importante qui ressemble à 4 fois entre les volontaires et les employés. Donc je suis toujours très très sceptique sur la reproduction d'un modèle comme celui qu'on a vu et qui méritait quand même de, je ne sais plus, je peux chercher dans ce que j'ai noté, des subventions très très fortes pour que ça vive. Ça ne peut pas vivre comme ça tout seul. Donc, mais on s'est arrêté là. J'ai entendu que vous avez fait votre travail, mais ceci sans aucune communication. Et depuis, silence radio, et on a eu cette séance du 13, où c'était effectivement une découverte. Bien, bravo, tout a été, on aurait dû le savoir,
c'est quand même assez difficile. Et puis, sur les documents que vous m'aviez remis et qui, tout à fait, effectivement, à l'heure comme ça avait été engagé en conseil, j'ai lu que c'était une location qui ensuite allait rémunérer l'opérateur. Voilà que c'est transformé en un bail pour 1 euro. Tout ceci est toujours inconnu. Tout ceci se fait tout seul, comme un grand. Écoutez, voilà, maintenant on est à projet contre projet. Absolument. Je partage le fait que le modèle des grands voisins n'est pas transposable mot pour mot à Autun. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons été accompagnés pour réfléchir à un projet qui pourrait être adapté. À Paris, il y avait des start-up en pagaille, parce que le coût au mètre carré était moins élevé. À Paris, il y avait des centres d'hébergement. À Autun, on n'a pas besoin de centres d'hébergement. Il n'y a pas de SDF. Et s'il y en a, ils vont à l'abri hivernal et c'est rarement saturé. À Paris, la rentabilité était exercée par l'opérateur qui, au lieu de payer des frais de gardiennage, payait en subvention les frais de gardiennage qu'il aurait dû payer pour l'occupation. Ici, il n'y a pas vraiment de frais de gardiennage. Il n'y a pas de vigile qui tourne à 5 ou 6 la nuit pour éviter que ce soit squatté. Donc, c'est tout à fait différent. Si je peux me permettre, effectivement, au lieu d'acheter 500 000, je ne sais pas combien ils ont reçu, des millions pour que ça fonctionne. L'hôpital ne voulait pas que ce lieu devienne n'importe quoi. Ils ont réussi, mais ça leur a coûté, je veux bien chercher la somme, mais on ne va pas s'étaler plus longtemps. C'est vraiment pas symétrique. Mais ce que je peux dire, c'est que sorti de là, je n'ai plus aucune nouvelle au nom de tout ce qui peut être appelé opposition. Vous avez fonctionné tout seul. Alors, non, c'est pour ça qu'il faut prendre des idées là où elles sont, mais on ne peut pas les transposer. Et il y a d'autres types d'urbanisme. Monique Gatier est allée visiter des colocations intergénérationnelles à Bourbon-Lancy, je crois, avec Justine Hulch et dans d'autres endroits, par Elmonial aussi, il me semble, pour aller voir aussi ce que pouvaient être des colocations intergénérationnelles. Ce n'est pas une simple colocation intergénérationnelle, c'est un concept que Habitat Humanisme défend. Effectivement, c'est un concept qui est basé sur le bénévolat, mais l'association Habitat Humanisme s'est implantée à Autun, elle existe, elle a des donateurs, elle a des bénévoles, elle a des gens qui partagent sa philosophie et qui sont tout à fait intéressés pour faire cohabiter ensemble des personnes de générations différentes au milieu d'autres services publics qui pourraient apporter un dynamisme en même temps qu'une liaison piétonne. En tout cas, c'est ce que nous propose Habitat Humanisme et c'est pour ça que nous avons des subventions importantes et que nous sommes, je le dis sans flagornerie, parmi les meilleurs élèves du programme Action Cœur de Ville. Aujourd'hui même, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais ils devaient venir. Il y a l'association des villes d'arrêt d'histoire qui s'appelle maintenant Sites et Cités Remarquables, qui sont actuellement à Autun et qui font une étude avec le ministère de la Culture sur des villes comme Autun qui lancent l'appel à manifestation d'intérêt Réinventons le centre-ville et qui sont venus voir comment nous-mêmes, nous étions dans un secteur sauvegardé en train d'avoir une méthodologie pour réhabiliter une dent creuse, c'est-à-dire l'ancien hôpital, qui pourrait être amené à offrir des solutions en termes de logement et de services publics. Et ils sont là jusqu'à demain matin. Je crois que je les vois demain matin. Mais ce que nous sommes en train de faire est regarder d'assez loin et observer de manière très positive au niveau national. Si certains ont ressenti un manque de communication, je m'en excuse. J'imagine que certains ont peut-être ressenti un manque de communication pour le Grand Musée Rollin aussi, notamment les collègues qui ne sont pas dans les jurys et qui ne sont pas peut-être au fait de l'ensemble des dossiers, dans le détail. Mais en tout cas, nous avons suivi la même méthodologie et nous sommes ouverts à toutes les questions. Je rappelle quand même, pour clôturer cette discussion, que si nous avons revu notre règlement pour ne plus avoir de commission thématique particulière, nous avons néanmoins une commission des présidents qui est obligatoire et dans laquelle la demande de tout document peut être formulée, ce qui n'a malheureusement pas été le cas lors de la réunion des présidents préparatoires à ce conseil municipal.
On devait se voir une semaine avant, on s'est vu donc juste vendredi, et j'ai posé la question et quelqu'un m'a répondu. Donc j'ai eu la réponse à ma question. J'en prends acte. Oui, oui. Et une réunion qui s'est tenue vendredi au lieu de lundi. Bon, j'en prends acte. Comme je vous demande de prendre acte donc du point 0 de l'ordre du jour ou du point 1.2, les actes accomplis. Je vous propose maintenant de passer à la première délibération, qui est l'approbation de la nouvelle charte du parc naturel régional du Morvan pour la période 2020-2035. Vu la charte du parc naturel régional du Morvan 2020-2035 et ses annexes, adressées par la région Bourgogne-Franche-Comté le 19 décembre et joint au présent rapport, considérant que les parcs naturels régionaux sont des territoires ruraux reconnus au niveau national et international pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère, et qui organisent en conséquence l'activité humaine autour de projets concertés de développement basés sur la protection et la valorisation de leur patrimoine naturel et culturel. C'est la définition légale des parcs naturels régionaux. Considérant que le parc naturel régional du Morvan est classé depuis octobre 1970 comme faisant partie des premiers parcs labellisés en France suite au décret de mars 67, il a été ensuite reclassé pour la 4e fois pour 12 ans par un décret du Premier ministre le 27 juin 2008 à la demande de la région Bourgogne. Considérant que le parc naturel régional du Morvan doit renouveler son label à l'échéance de juin 2020, cette procédure de renouvellement a démarré en 2017 et une nouvelle charte a été élaborée en concertation avec la population pour la période 2020-2035. Considérant que la charte 2020-2035 est constituée d'un rapport, d'un plan de parc, d'un cahier des charges et des statuts modifiés du syndicat mixte Parc naturel régional du Morvan. Considérant que la charte a obtenu un avis favorable de l'État et de toutes les instances prévues dans la procédure, y compris lors de l'enquête publique, elle doit maintenant être soumise à l'approbation de l'ensemble des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre concernées par le périmètre de l'étude, soit 137 communes, 3 villes partenaires, 8 communautés de communes, 4 départements. Considérant que chaque collectivité doit approuver individuellement la charte par délibération valant adhésion ou renouvellement de l'adhésion au syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan, la charte sera ensuite transmise pour délibération au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui arrêtera le périmètre pour lequel il demandera le renouvellement du classement du Morvan en parc naturel régional auprès de l'État pour 15 ans. Considérant que la charte sera approuvée par décret du Premier ministre après avis des différents ministères concernés, officialisant le renouvellement de la labellisation du territoire en parc naturel régional, il est proposé au Conseil municipal d'approuver sans réserve la charte du parc naturel régional du Morvan 2020-2035, ainsi que ses annexes, dont les statuts modifiés du syndicat mixte, parc naturel régional du Morvan, d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes juridiques, administratifs et financiers correspondants, et donc, par cette délibération, de faire entrer la ville d'Autun pour les 15 prochaines années dans le parc naturel régional du Morvan. Sur cette délibération, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette adhésion de notre ville à l'unanimité au parc naturel régional du Morvan. Rapport d'activité du CIDEL, Alain Durand. Donc, considérant l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, prévoit que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Considérant que ce rapport fait l'objet d'une communication par Monsieur le maire au conseil municipal en séance publique, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport d'activité du CIDEL pour l'année 2018. Bah, écoute, on verra. Merci. C'est bon. Merci. Celui-là permet de couper la parole à ceux qui parlent trop longtemps. Mais pour l'instant, je ne l'ai jamais utilisé. Peut-être sur le prochain mandat. Alors, rapport d'activité du CIDEL. Merci Alain. Je vous propose d'en prendre acte. Le CIDEL étant donc le syndicat d'électrification de Saône-et-Loire, comme vous le savez, qui réalise également l'enfouissement des lignes téléphoniques. Et nous avons eu la subvention pour l'enfouissement des lignes électriques, pas téléphoniques, électriques du boulevard Loraux. Voilà exactement pour cette année 2020. Et jusqu'à présent, ça nous rapporte plus
ça nous rapporte plus avec le micro, Alain, que ça nous coûte, mais ça ne durera pas puisque c'est un syndicat de mutualisation et il viendra donc un temps où on payera et nous n'aurons pas de subvention. C'est chacun son tour. Approbation de la modification du règlement de location de l'Hexagone. Roger Vernet. Considérant que le projet de règlement relatif à la location de l'Hexagone 6 boulevard Frédéric Latouche, Autun, a pour objectif de fixer les conditions d'utilisation et financière de cet équipement municipal. Considérant que l'utilisation des salles municipales en dehors des services de la ville est proposée aux associations régies par la loi de 1er juillet 1901, déclarées et légalement constituées, et aux autres organismes publics ou privés dotés de personnalité morale. Considérant qu'en application de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation, la surveillance de l'établissement doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie adapté. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le nouveau règlement, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer ce règlement et tout document s'y rapportant. Merci Roger. Sur cette modification de règlement liée notamment à des préconisations de la Commission de sécurité et les nouvelles normes relatives aux établissements recevant du public. Y a-t-il des questions? Rémi Chandgros. Oui, lors de cette réunion, là où j'étais bien réveillé, j'avais lu que la location était exclue, interdite à toute manifestation à caractère privé ou d'ordre familial, et la pièce sur notre table n'en parle plus. Ça veut dire que le règlement d'avant, effectivement, excluait tout mariage à 600 personnes, et le règlement d'aujourd'hui l'autorise. Absolument, c'est le cas. Nous avions interdit, suite à certaines mauvaises expériences, les locations privées. Voilà. Aujourd'hui, les cuisines sont neuves et l'équipement est neuf aussi. Et il y a énormément de demandes qui pourraient être rentabilisées sur des créneaux qui ne sont pas utilisés. Et comme vous l'avez vu dans ce nouveau règlement, il y a l'obligation d'avoir un SIAP, voire deux, selon donc un agent de sécurité. Un agent de sécurité assermenté et diplômé, voire deux selon les manifestations, ce qui n'était pas une obligation précédemment. Et donc, au vu de cette nouvelle obligation relative au SIAP, à la forte demande et en espérant que les gens se civilisent, en sachant qu'il y a également un état des lieux qui est fait et puis une caution, nous avons souhaité élargir plus largement les possibilités de location de cette salle de l'Hexagone. Oui, il faut vraiment, enfin, si un mariage à 600 personnes là-dedans, je ne sais pas si deux personnes raisonnables vont arriver à... Oui, ça va jusqu'à 1400. Ouais. Le micro. Ouais, il en faut 4. Quand il y a une grosse quantité, enfin beaucoup de monde, c'est 2 SIAP plus 2 personnes qui sont déléguées à la sécurité, qui sont garants de la sécurité. Donc des personnes de l'Assemblée, de l'organisateur. Donc c'est 4 personnes. Autrement dit, le règlement précédent avait été fait par des gens beaucoup plus prudents que nous. Le règlement précédent avait été fait par des gens échaudés par des épisodes précédents. Voilà. Et surtout, sans qu'il y ait l'obligation, parce que ce n'était pas une obligation légale, de présence de SIAP pendant les mariages, etc. Aujourd'hui, il y a un SIAP. On a peut-être tort d'être